Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de bonus, pourquoi pas, de All That Jazz, au cours duquel nous allons vous révéler nos tops de la décennie. Les œuvres de comédie musicale qui nous ont le plus marqué au cours des 10 dernières années, que ce soit sur scène ou au cinéma. Anna, je te propose de commencer par le top scénique. Ton top scénique de la décennie. Et ouais, c'est quand même très solennel. Qui a marqué Anna Marmiès au cours des 10 dernières années. Évidemment, c'est compliqué parce que c'est des œuvres qui j'aimerais tous les avoir vues sur scène, mais bon, j'ai pas ni l'argent, ni le temps, ni la vieillesse d'avoir vu autant d'œuvres, donc on va essayer de s'arranger dans ce classement. Mais en tout cas, en numéro 1, œuvre que j'ai vue évidemment sur scène, c'est Hamilton. Tout le monde l'aura deviné si on me connaît un petit peu. Qui est pour moi évidemment la plus grande comédie musicale de cette décennie, et une des plus grandes de tous les temps. Voilà, on a fait un épisode, un long double épisode sur Hamilton pour expliquer pourquoi c'est génial, donc je vous conseille de vous y rapporter. Ensuite, dans mon classement, à part Hamilton, c'est pas forcément dans l'ordre, on va dire, mais j'avais donc Come From Away, je vous en ai parlé, donc je vais pas me répéter, mais une œuvre qui, mine de rien, me reste beaucoup en tête, dont les chansons sont vraiment incroyablement plaisantes. Voilà, c'est une œuvre très feel-good, dans le bon sens du terme, et vraiment, je la conseille. Ensuite, œuvre que j'ai vue sur scène, et dont on n'a pas spécialement parlé encore dans le podcast, c'est Mathilda. Je l'ai vue à Londres, j'ai beaucoup aimé, ça a aussi une valeur sentimentale, parce que quand j'étais petite, j'adorais le livre de Roald Dahl, j'adorais toute l'œuvre de Roald Dahl. Mais Mathilda, voilà, faisait partie de mes préférés. Et j'adorais aussi le film, réalisé par Danny DeVito, qui était une très 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 bonne adaptation. Voilà, donc je connaissais bien l'histoire, je connaissais les personnages, donc j'étais vraiment conquise presque de base, mais les numéros musicaux en particulier m'ont beaucoup plu, je continue à les écouter régulièrement. J'adore When I Grow Up, la chanson des enfants sur les balançoires. J'adore School Song, chanson géniale, avec des jeux de mots sur les lettres de l'alphabet, où dans la pièce, c'est un peu difficile à décrire, mais ils montent sur des cubes avec toutes les différentes lettres, etc. C'est vraiment, en termes de scénographie, absolument bluffant. Ou encore Revolting Children, la chanson à la fin où les enfants se révoltent contre la méchante Madame Le Gourdin. Trunchbull, je crois, Ouais, Trunchbull. en anglais. Donc vraiment, j'avais adoré voir ce spectacle sur scène. Et ensuite, j'avais 2 spectacles que je n'ai pas vus sur scène, mais que j'ai tellement écoutés, et dont j'ai tellement regardé des numéros, voire même regardé la pièce en entier par des moyens moyennement légaux, que je considère que je les connais assez pour que je puisse me les mettre dans mon top. Et ces 2 œuvres, ce sont Fun Home, dont on a déjà beaucoup parlé, auquel on a consacré un épisode entier, sur lequel je sais que Fanny est d'accord avec moi, puisqu'elle est hyper fan de Fun Home, sans doute encore plus que moi. Et The Book of Mormon, que je connais absolument par cœur, et qui est hilarant, et que, voilà. Que dire, écoutez des chansons de The Book of Mormon si vous voulez passer un bon moment. Voilà, après il y a des œuvres, c'est toujours pareil, quand on n'a pas l'occasion de voir tout sur scène, on découvre un petit peu en écoutant un petit peu des chansons par-ci par-là. Il y a des œuvres comme Hadestown ou encore The Great Comet of 1812 qui sont des choses que je suis en train de commencer à écouter pas mal, et je sens que si je les voyais sur scène, ça pourrait rentrer dans mon top, mais bon, pour l'instant, je peux pas certifier. Mais en tout cas, voilà, les 5 que j'ai citées sont celles qui m'ont le plus marqué, on va dire. Pour ma part, je m'aperçois en fait, et alors que je découvre ton top, que c'est à peu près les mêmes. Ça se recoupe. En fait, ça se recoupe énormément, on ne s'est même pas concerté. Ouais. Bon, moi j'avais fait un ordre, donc je vais pas reparler des œuvres, mais je dis au moins mon ordre à moi. Moi j'ai mis Fun Home en premier, ensuite The Book of Mormon, parce que voilà, c'est tellement drôle que, bon, même s'il y a des trucs qui me posent toujours un peu problème. On est d'accord, mais... je le mets en deuxième, voilà. Le pouvoir du rire. Hein, c'est ça. Ensuite Mathilda, parce qu'effectivement, tellement touchant, tellement bluffant. Enfin, moi je me rappelle quand je l'avais vu, c'est surtout l'exactitude de tous ces enfants. Enfin, c'est un professionnalisme à cet âge, c'est incroyable. Alors, une autre qui occupe la 4e position, et donc qui n'était pour le coup pas dans ton top, c'est Something Rotten, une comédie musicale que j'avais vue à New York peut-être bien en 2015 ou 2016, enfin la même année, peut-être la même année que Fun Home.
C'est une comédie musicale en fait autour de Shakespeare, enfin avec le personnage de Shakespeare qui est joué par Christian Borle. Il y avait aussi Brian Darcy James qui jouait un des frères. Voilà, c'est sur un peu des concurrents de Shakespeare, mais voilà, c'est très drôle, c'est hyper méta. Je crois qu'on avait déjà évoqué un numéro sur la comédie musicale, enfin sur ce qu'est une comédie musicale avec avec plein de citations mélodiques de différentes comédies musicales. Bon voilà. Donc c'est vraiment top. Les choses récentes. Et pour la 5e place, moi je mets Hamilton, parce que voilà, encore une fois, c'est pas forcément une de mes œuvres préférées, mais c'est une très très grande comédie musicale, que encore une fois j'aurais dû mieux connaître avant d'aller la voir, je bats ma coulpe toujours, mais voilà, elle figure dans mon top 5 de la décennie. Parce que bon, faut dire aussi que en production récente, j'ai eu quand même la chance de voir des trucs bien tartes. Hein. Je pense à Warpaint, une fois de plus, la comédie musicale sur Helena Rubinstein et Elisabeth Arden. Voilà, ça par exemple, peut-être que ça aurait mieux fait de ne pas exister. Voilà. Il y a quand même des choses aussi mauvaises qui sont créées récemment. Donc, voilà. Bah, après, dans les très belles productions que j'ai vues récemment, moi j'aurais bien voulu mettre Hello Dolly, le revival récent de Broadway, mais Anna a dit non. Les revivals sont exclus. C'est vraiment les œuvres créées dans la décennie. Donc moi, je suis disciplinée. Bah, sinon, on aurait pu citer aussi le revival de Compagnie, qui était vachement bien. Voilà. Et donc, à présent, nous allons vous annoncer nos tops de la décennie en matière de films musicaux. Et alors, faut dire qu'au début, on était parti sur un top 10, optimiste comme nous étions. Et quand on a fait le décompte des films musicaux produits au cours des dernières années, on s'est dit que c'était quand même un peu dommage de faire un top 10 parce que ça incluait des œuvres qu'on n'avait vraiment pas aimées. Donc, bah voilà, comme pour les autres, c'est un top 5. C'est vrai que contrairement à la scène où il y a vraiment eu de très grandes œuvres produites en comédie musicale dans la décennie 2010, au cinéma, c'est compliqué, hein. Il y a des très bons films, mais on n'a pas eu de grands chefs-d'œuvre. Et là, je vais citer aucun chef-d'œuvre même dans mon top 5, même si c'est des films que j'ai beaucoup aimés. Là, il n'y a pas vraiment d'ordre. Bon, je vous mentionne Pitch Perfect, le 1, parce que voilà. Bon, les deux autres sont sympas, mais c'est quand même le 1 qui est vraiment très chouette. Vous pouvez vous reporter à notre épisode qu'on a consacré à cette saga cinématographique fort sympathique. Mais voilà, super numéros musicaux, une intrigue classique mais bien exécutée, des personnages très attachants, des comédiennes hyper cool. Voilà. c'est cool, Pitch Perfect. Ensuite, j'avais des adaptations de comédies musicales scéniques. Moi, j'ai quand même vraiment aimé Into the Woods, le film donc, de Rob Marshall, produit par Disney. C'est vraiment une chouette adaptation. Alors peut-être que c'est un petit peu comment dire, Disneyifié par rapport à l'œuvre originale de Sondheim, je sais même pas en fait. En tout cas, j'avais vraiment beaucoup aimé, des interprètes très chouettes, un univers bien, enfin on y croyait. Moi je craignais quelque chose de très artificiel et en fait le film était assez convaincant dans cet univers, un peu cette forêt un peu inquiétante, cet univers de conte en fait. C'est un film que j'aime vraiment bien. L'autre adaptation, c'est Jersey Boys. Le film réalisé par Clint Eastwood, qui m'a beaucoup plu. Donc une adaptation donc, de cette pièce Jersey Boys qui est consacrée, qui est donc une biographie de Frankie Valli and the Four Seasons, donc un groupe qui a eu des gros succès dans les années 60 aux États-Unis. Et voilà, la comédie musicale raconte, là encore une fois, un très classique biopic musical. Donc au début, ils n'étaient rien, puis ils sont devenus des stars, puis ils ont eu des difficultés, puis ils sont finis par se retrouver. Le film date de 2012. La comédie musicale, elle datait de 2005, c'est ça ? Un film très chouette, si vous avez l'occasion de voir. On a aussi vu sur scène, d'ailleurs, Jersey Boys, qui était très, très sympa également sur scène. Ensuite, des films donc, qui ne sont pas des adaptations. Je veux mentionner La La Land quand même, parce que malgré tout, et vous savez peut-être pas parce qu'on n'en a pas trop parlé de La La Land, mais bon, j'ai quelques griefs contre La La Land, notamment des personnages légèrement agaçants, un milieu de film très lent, sans aucun numéro musicaux, beaucoup trop long. Mais c'est quand même un film assez remarquable. Moi, je l'ai vu 3 fois, à chaque fois avec plaisir. J'aime beaucoup les numéros musicaux. Le numéro du début dans les embouteillages, moi je trouve ça vraiment brillant.
Et même, en fait, tous les numéros. Et moi, contrairement à d'autres, je suis pas spécialement dérangée par le fait que Emma Stone et Ryan Gosling soient pas des très bons chanteurs et des très bons danseurs. Je m'en fous. Et fondamentalement, je m'en fous assez souvent, mais je sais que souvent cette critique revient sur ce film. Ça ne me dérange pas spécialement. Voilà, c'est un hommage à la comédie musicale hollywoodienne classique, mais il y a vraiment des moments de grâce dans ce film, notamment dans les numéros musicaux. C'est pour ça que c'est dommage qu'il y en ait pas, finalement, pas énormément. Voilà, enfin, on ne peut que reconnaître qu'il est quand même... c'est un beau film, quoi. Et enfin, un film que j'aime bien... Est-ce que c'est vraiment une comédie musicale ? Bon, c'est toujours pareil, mais c'est Sing Street, de John Carney. Un film sur un adolescent dans les années 80 qui va monter un groupe de rock. C'est tout simple comme histoire. Et c'est vraiment très plaisant. C'est comme souvent un adolescent un peu timide qui se cherche, etc. Et puis qui, via la musique et via ses amis qu'il va rencontrer autour de cette passion commune, on va dire, c'est une histoire c'est un coming of age, quoi, tout simplement. Il va s'émanciper. Il y a ses premières histoires d'amour. C'est un teen movie assez classique, mais vraiment très drôle, et avec des chansons qui sont du coup des pastiches de rock des années 80. Hyper bien. Les chansons, j'ai écouté la bande-son plein de fois ensuite, après avoir vu le film. Donc un film très chouette. Et sinon, du coup, je triche un peu, mais je voulais mentionner quelques autres films que j'aime bien quand même. Elle, quand on lui dit un top, elle sait jamais s'arrêter. Elle peut pas faire le top 5, il y en a 5, non? Non, mais je voulais quand même mentionner, pour faire un petit peu de cinéma français, Les Bien-Aimés de Christophe Honoré, qui est un très beau film, donc avec un cast quand même pas mal. Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, Ludivine Sagnier. Ça se passe sur plusieurs époques, c'est une histoire de famille, d'amour, de relations, et il y a une très très belle bande originale écrite comme d'habitude pour Christophe Honoré par Alex Baupin, avec des chansons que j'écoute encore aujourd'hui parce que je les trouve vraiment très très belles, une mélancolie vraiment qui me touche. Donc un beau film. Sinon, je voulais parler d'un film qui s'appelle Inside Llewyn Davis, qui est tout simplement un des plus grands films de la décennie pour moi. Si je devais faire un top de la décennie en cinéma, il y serait. Mais bon, c'est difficile de dire que c'est vraiment une comédie musicale. Ça se passe dans l'univers de la musique folk dans les années 60. Un jeune homme qui veut percer dans la musique, mais qui n'y arrive pas. Et c'est un film d'une mélancolie, là aussi, absolument bouleversante. Et il y a une scène bouleversante à la fin, en fait, où dans le bar d'à côté, il entend Bob Dylan jouer. Et il y a une espèce de... Lui, il ne va jamais devenir célèbre, et Bob Dylan va devenir une grande star. Et un truc sur qu'est-ce que c'est le destin, pourquoi il y a des gens qui deviennent stars, pourquoi d'autres non. C'est magnifique. Et j'aurais pu mentionner des Disney, parce qu'il y en a qui sont très chouettes, mais je pense que Fanny en a quelques-uns dans son top, mais évidemment, La Reine des Neiges, j'aime beaucoup. Moana, j'aime beaucoup. Réponse, j'aime beaucoup. Et également Coco, le film de Pixar qui se déroule au Mexique, qui est pas vraiment une comédie musicale, mais où il y a quand même pas mal de chansons, et c'est autour d'un petit garçon qui joue de la guitare, donc il y a pas mal d'éléments autour de la musique, qui était un très très beau film aussi, qui m'avait fait pleurer, parce que alors là, c'est quand même l'histoire du monde des morts, et dans le monde des morts, on peut mourir encore plus. Le moment où on meurt encore plus, c'est le moment où plus personne sur Terre ne se souvient de nous. Ça me bouleverse absolument, ça c'était vraiment magnifique. Voilà, j'arrête. Alors, moi, mon top, effectivement, ça tourne beaucoup autour de Disney, en fait. Ma première position, parce que moi, je suis attachée au classement, j'ai mis Frozen, donc La Reine des Neiges, auquel j'ai accolé Frozen 2, même si, bon, je pense qu'il est quand même moins bien, mais voilà, on dit la franchise Frozen en première position, bon, pour toutes les raisons qu'on a déjà expliquées, et puis parce que c'est vraiment une comédie musicale à part entière. Enfin voilà, c'est pleinement dans le genre de la comédie musicale. Les chansons sont magnifiques, l'histoire est plaisante. Donc Frozen occupe la première place de mon classement décennal. Ensuite, à la deuxième place, on retrouve Disney, puisque j'y ai mis Mary Poppins Returns, dont on a déjà parlé également. L'année dernière, l'épisode bilan 2018. Bon, on va pas redire pourquoi, mais bon, un univers tout aussi enchanteur que le premier, même si sans doute un peu trop calqué sur le premier. Je trouve que ça fonctionne très bien, que Emily Blunt est très convaincante dans le fait de succéder à Julie Andrews, ce qui était quand même une gageure. Donc ne serait-ce que pour ça, je pense qu'elle mérite sa place dans le top décennal.
Troisième position, Pitch Perfect. Donc moi aussi j'ai choisi le premier, même si on peut mettre peut-être toute la franchise sous cette troisième place. Bon, même si le troisième est quand même carrément mauvais et puis moins musical que les autres. Voilà, Pitch Perfect, on y a consacré aussi un épisode. Une belle histoire de sororité, une belle utilisation de l'a cappella pour symboliser l'union du groupe et des interprètes tout à fait sympathiques et Rebel Wilson. Donc voilà, Pitch Perfect, la troisième place. Pour la quatrième place, je l'ai octroyée à La La Land. Je partage les réserves d'Anna sur ce film. D'ailleurs, comme toi, j'ai pas de problème avec le fameux « Ah, mais il chante moins bien qu'à l'époque classique ». Enfin, moi, ça me semble vraiment pas un argument. Moi, l'argument principal contre La La Land, enfin, il serait à l'ordre de 2, c'est que c'est quand même très chiant, beaucoup trop long. Enfin, voilà, il y a tout un passage qui est assez inintéressant sur l'histoire entre les deux protagonistes. Enfin, moi, je me suis vraiment pas préoccupée de leurs affaires. Ils sont assez antipathiques, je trouve. C'est quand même assez dommage dans une histoire d'amour. Voilà, d'être à ce point. Et l'autre truc sur La La Land, c'est que c'est un hommage à la comédie musicale hollywoodienne classique, mais je trouve qu'on va pas trop au-delà de l'hommage nostalgique, tu vois. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que simplement revenir sur ce passé dans ce lieu très iconique qu'est Los Angeles. Voilà, il y a quelque chose qui est quand même très attendu. Mais bon, évidemment que les numéros sont superbes, que tout le début est très plaisant, et que de toute façon, on n'a pas tant de production que ça à notre disposition, donc La La Land occupe fièrement la 4e place. Et à la 5e place, j'ai mis Moana. Alors comme je vais faire comme toi, je vais tricher un peu, parce que du coup, j'ai hésité entre Moana et Coco, je l'avoue, donc deux films Disney, enfin l'un Disney, l'un Pixar. Oui, mais Pixar appartient à Disney. Mais bon, voilà. Et j'ai plutôt choisi Moana en me disant c'est plus une comédie musicale. Oui. Parce que, voilà, donc les chansons de Lin-Manuel Miranda, c'est le film qui était sorti après La Reine des Neiges, enfin l'année d'après, donc il y a eu quand même pas mal de comparaisons, notamment sur le côté, on lui a donné aussi une power ballade comme à Moana, comme à Elsa. Enfin, je l'ai pas revu, j'avoue, depuis la salle, mais il y a quand même beaucoup de chansons très plaisantes, et je me rappelle notamment de la chanson du crabe, genre Shiny là qui est bling bling, c'était assez cool. La chanson aussi du sidekick, enfin du You're héros, welcome là, c'est quand les tatouages ils racontent une histoire sur ces tatouages. Voilà, elle est quand même très très chouette, mais évidemment Coco tient aussi une place particulière dans mon cœur. Là pareil, je l'ai pas revu depuis la salle, mais aussi parce que c'était un peu c'est un peu dur émotionnellement le Coco. Ah ouais, non, moi j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ouais, je pense que j'ai pleuré aussi. Mais c'est aussi très très beau, je devrais le revoir. Eh bien, c'est déjà la fin de cet épisode bonus. N'hésitez pas à nous donner vos propres tops de la décennie. On serait très curieux d'en discuter, voire d'en débattre si vous n'êtes pas du tout d'accord avec nous. À bientôt. On vous retrouve approximativement dans 3 semaines pour un épisode normal de All That Jazz. À très bientôt. À bientôt.